Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Mali s'apprête à accueillir le 27e sommet Afrique-France en janvier 2017. Le pays fait peau neuve à l'occasion de cette rencontre diplomatique placée sous haute sécurité. En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa se dit disponible à prendre les rênes de l'ANC. Ce dernier compte sur le soutien des détracteurs du président Jacob Zuma. Au Bénin, les réformes dans le domaine des médias sont diversement appréciées par les acteurs du secteur. L'exécutif justifie cette décision par la volonté de réguler la communication qui émane de l'État. Mais tout d'abord, au Mali, une résolution sur la mise en accusation de l'ancien président Amadou Toumani Touré doit être examinée ce vendredi 16 décembre par les députés. Amadou Toumani Touré avait été renversé par un coup d'État le 22 mars 2012. Fin 2013, le gouvernement avait annoncé son intention de poursuivre l'ancien président pour haute trahison en rapport avec sa gestion de la crise dans le nord du pays. Et le Mali qui se prépare à accueillir le 27e sommet Afrique-France à Bamako les 13 et 14 janvier 2017. Les autorités comptent faire de ce rendez-vous une véritable réussite. Rappelons que le pays avait organisé le 23e sommet Afrique-France en 2005. Reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, la ville de Bamako accueillera le 27e sommet Afrique-France les 13 et 14 janvier 2017. À l'occasion, c'est les grands toilettages dans la capitale malienne. Hôtels, routes et salles de conférence font peau neuve. Les délégations étrangères sont attendues dès le début du mois de janvier. En marge du forum des femmes entrepreneurs, le président du comité d'organisation se dit satisfait du choix porté sur le Mali. Le contexte dans lequel se tient le sommet de Bamako conforte à suffisance le choix des thématiques qui structureront les échanges entre les chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit de 4 concepts clés: partenariat, paix, sécurité et émergence. Construire un véritable partenariat stratégique, œuvrer solidairement à la consolidation de la paix en Afrique, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent sont devenus des préalables ou des conditions requises pour l'amorce de l'émergence pour nombre de pays africains. À ces sommets, 60 délégations sont attendues à Bamako, soit 3000 participants. Sur les 35 chefs d'État invités, 23 ont déjà confirmé leur participation à la grande messe franco-africaine. Une rencontre qui vient à point nommé pour le Mali. Ce sommet aujourd'hui, c'est une opportunité pour ces opérateurs-là de vendre la destination Mali et de proposer ce qu'ils peuvent. Donc, on peut dire que ça va avoir des retombées sur l'économie malienne si et seulement si nos opérateurs peuvent vendre, sont offensifs et sont convaincants vis-à-vis de ces partenaires qui viendront certainement en nombre à Bamako du 13 au 14. L'ombre de l'attentat du Radisson a plané sur l'organisation du sommet. Des voix s'étaient élevées pour demander sa délocalisation dans un autre pays. Les autorités maliennes prennent très au sérieux l'aspect sécuritaire. La présence des forces de sécurité antiterroristes Forsat est visible à tous les points stratégiques de la capitale. En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa s'est dit disposé à succéder au président Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Une déclaration faite à 1 an de l'élection du président du parti en vue du scrutin présidentiel de 2019. Corinne Kandem. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a de nouveau affirmé qu'il était prêt à prendre la tête de l'ANC. Le parti majoritaire devra élire son nouveau président en 2017. Celui qui succédera à l'actuel président Jacob Zuma représentera l'ANC aux élections présidentielles de 2019. S'il obtient assez de soutien au sein de son parti, Cyril Ramaphosa se dit disponible à assumer cette fonction. Notons qu'en novembre, le COSATU, la puissante confédération syndicale sud-africaine, a ouvertement apporté son soutien au vice-président, stipulant qu'il était le candidat idéal pour mener l'ANC au terme du mandat du président Jacob Zuma en décembre 2017. Personne à l'ANC ne se lève et dit « je veux être le président ». Des gens viennent vers vous et vous font savoir qu'ils souhaitent vous voir diriger le parti. Comme quand on m'a demandé de devenir le vice-président. Je vais écouter les voix des personnes de toutes les branches de l'ANC dans le pays, celles qui souhaitent ou non me voir occuper ce poste. Quand elles seront prononcées, alors je dirai que je suis disponible. Ça serait un honneur d'être sollicité pour occuper ce poste clé. Je suis disponible pour servir l'ANC. Celui qui seconde le président Jacob Zuma à la tête de l'ANC depuis 2012 devra faire face à une candidate de poids en la personne de Nkosazana Dlamani Zuma, la présidente
présidente de la Commission de l'Union africaine. Si elle ne s'est pas encore déclarée officiellement dans la course à la tête du parti au pouvoir, elle peut néanmoins déjà compter sur le soutien de la Ligue des jeunes du parti, de la Ligue des femmes et éventuellement de son ex-mari Jacob Zuma. Ce que les militants de l'ANC souhaitent aujourd'hui, c'est véritablement un candidat qui se démarque totalement de Zuma, donc qui, dans cette prise de position, affirme clairement ne pas partager ce qu'a été la gestion publique sous Jacob Zuma. Ce qu'il faut comprendre clairement, c'est que Nkosazana Dlamini Zuma fait la continuité de la politique de son mari. Et aujourd'hui, c'est cette politique que les gens n'en veulent pas. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui vouloir le changement et se dire finalement que c'est Nkosazana Dlamini Zuma qui serait ce changement-là. Donc, il a toutes ses chances parce que le changement est apporté. Il a toutes ses chances parce que Dlamini Zuma n'incarne pas le changement que les Sud-Africains souhaitent de façon générale. Pour l'heure, le vice-président Cyril Ramaphosa avance de manière prudente. Récemment, il a été critiqué pour son silence concernant les récents scandales qui entourent l'actuel chef d'État. Aux Comores, l'Assemblée nationale a rejeté mercredi 14 décembre la loi de finances 2017 qui prévoyait d'atteindre près de 160 millions d'euros de recettes internes. Le budget n'a pas été adopté car la majorité des 2/3 n'a pas été atteinte, ce qui signifie que les députés issus de la mouvance présidentielle se sont opposés au gouvernement, un fait inédit dans le pays. Le Sénégal se met sur les rails de l'émergence ferroviaire. Le président Macky Sall a inauguré le 14 décembre le début des travaux du projet de TER, Train Express Régional, à Dakar. Une infrastructure de plus de 500 milliards de francs CFA pour désengorger la capitale. Birama Saonera. D'un coût global de 568 milliards de francs CFA, la première phase du projet TER au Sénégal s'étendra sur 36 km. Le train express régional portera sur un linéaire total de 55 km et desservira 14 gares entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne en passant par Diamniadio. Ce projet, premier du genre en Afrique de l'Ouest, sera réalisé grâce à une contribution de plusieurs institutions financières, dont la Banque africaine de développement. L'objectif de cette nouvelle infrastructure est d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise et ses environs. Le TER répond à une nécessité impérative de désengorger Dakar et ses environs. Deuxièmement, le TER répond à un besoin logique de mieux connecter Dakar, le pôle urbain de Diamniadio et le pays profond. Enfin, troisièmement, le TER répond au rendez-vous de la mise en service l'année prochaine de l'aéroport international Blaise Diagne. Avec une vitesse maximale de 160 km par heure, le train express régional reliera le centre-ville de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne dans la localité de Diass en 45 minutes. Il a une capacité de 500 places et pourra transporter jusqu'à 115 000 passagers. Le train sera sur un mode électrique et thermique. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard. Le premier en Afrique de l'Ouest. J'allais dire en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique. Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement. L'inauguration de la première phase de cette infrastructure est prévue pour le 14 janvier 2019. Les futures étapes de ce projet sont les villes de Saly, Mbour et Thiès. En outre, le chef de l'État sénégalais a réaffirmé sa volonté de relancer le chemin de fer Dakar-Bamako, un projet qu'il considère rentable pour l'émergence économique du Sénégal. Au Bénin, le gouvernement a mis en place des réformes dans le secteur des médias.
Celle-ci touche principalement les relations des autorités avec la presse, le but étant de réguler la communication qui émane de l'État. Reportage de Lefty Ounou, commenté par Deogracias Podo. La réglementation des relations entre l'exécutif et les médias au Bénin continue d'alimenter les débats. Le gouvernement du président Patrice Talon a élaboré une nouvelle approche de communication et de relations avec les médias. Objectif, réguler la communication émanant de l'État. Il s'agit entre autres de la suppression des cellules de communication au sein des ministères, de la mise en place d'une direction de la communication centrale à la présidence de la République et de l'arrêt des contrats de la presse écrite avec les ministères sectoriels. Avant, il y avait une anarchie au niveau des contrats. Il y avait une anarchie où ça se signait à la tête du client sans aucune base juridique, sans aucune base de qualité ou autre. Il suffit que quelqu'un soit nommé SECOM pour créer son journal. Il suffit qu'on soit proche d'un ministre pour créer un journal et qu'on bénéficie des contrats de ce ministère. Et donc, c'est là que la décision du gouvernement de ne pas continuer avec ces contrats, d'une part, est une bonne décision. Parce qu'au finish, ça permet de savoir quels sont les journaux qui ont le background ou quels sont les médias qui ont le background, qui ont la capacité de pouvoir résister et de pouvoir exister en l'absence de cette manne financière publique. Les réformes sont diversement appréciées par les acteurs. De nombreux observateurs estiment que l'arrêt des contrats de communication gouvernementale a impacté négativement les finances de la presse écrite. Beaucoup de titres ont d'ailleurs disparu. Aussi, certains acteurs de la presse portent des réserves sur la centralisation des informations au niveau de la direction de la communication à la présidence de la République. La direction de communication, ça c'est un fait. Mais le hic et le nœud gordien de ça, c'est une sorte de centralisation de l'information au niveau de son structure. Ce qui à la longue pourrait être gênant. À la fois pour la structure elle-même, qui risque de ne pas être efficace, et aussi à une sorte de pluralité de l'information qu'on aurait souhaité et qui serait mise en branle par cette sorte de centralisme. Le gouvernement communique et vulgarise depuis près de 2 mois ses actions via les réseaux sociaux. Rappelons que selon le décret de création de la direction de la communication à la présidence, un point focal communication des cabinets ministériels en relation avec la direction du palais de la présidence doit être opérationnel malgré la suppression des cellules de communication. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.